Réparer ce gamin et je te donnerai 50 millions de dollars. Nico Castellano pointa son doigt vers le garçon de 7 ans qui se tenait figé à côté du seau de sa mère. Le petit garçon serrait dans ses mains un livre de programmation en lambeaux, tandis que sa mère frottait silencieusement le sol en marbre autour d'une vingtaine des hommes les plus dangereux de New York. Le visage de Castellano se tordit dans un rictus cruel. Son regard froid balayait la pièce où les chefs mafieux s'étaient rassemblés pour cette réunion d'urgence. Peut-être qu'un enfant peut résoudre ce que mes 15 ingénieurs du MIT ne peuvent pas. Un rire vicieux parcourut la salle de guerre du manoir Castellano. Clara Bennett attrapa le bras de son fils, essayant de l'entraîner vers les ombres où ils avaient leur place. 20 pères dieux impitoyables regardaient le plus puissant seigneur du crime de la ville humilier l'enfant d'une femme de ménage pour s'amuser. Derrière Castellano, les écrans affichaient des messages d'erreur et des comptes gelés. Son empire financier d'1 milliard de dollars, le système secret qui blanchissait l'argent des 5 familles, s'était effondré 48 heures plus tôt. 2 milliards de dollars étaient bloqués dans les limbes numériques, tandis que ses ennemis affûtaient leurs couteaux. Son équipe d'experts était impuissante. Les épaules affaissées par la défaite, leur diplôme de Stanford ne valait plus rien face au chaos qui régnait sur ses écrans. Joseph Morano, le chef de la famille rivale, se pencha en avant avec un sourire de prédateur. « Encore 24 heures, Castellano. Ensuite, nous prendrons tout ce que vous avez. » Mais Ethan ne regardait pas ces hommes dangereux. Ses yeux sombres étaient fixés sur ses écrans avec une intensité inhabituelle. Ses petits doigts remuaient sur les pages usées de son livre, comme s'il résolvait des équations invisibles que les adultes avaient manquées. Personne ne remarqua l'étincelle de reconnaissance dans le regard calme du garçon. Ils étaient sur le point d'apprendre la leçon la plus coûteuse de leur vie. Si vous pensez que le talent mérite d'être reconnu, quel que soit l'âge ou le statut, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a déjà été sous-estimé. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne plus jamais manquer une histoire inédite. Que se passe-t-il lorsque la seule personne capable de sauver un empire est celle que tout le monde refuse de voir? La crise a commencé 48 heures plus tôt, lorsqu'une mystérieuse ligne de code s'est glissée au cœur même de Castellano Financial Technologies. CTF n'était pas une société financière ordinaire. C'était le poumon de la pègre new-yorkaise. L'endroit où l'argent sale des 5 plus grandes familles mafieuses était blanchi et transformé en investissement légitime à travers le monde. Chaque année, plus de 10 milliards de dollars transitaient par ce système et désormais, tout était gelé. Le Dr. Philip Hartwell, directeur de l'ingénierie, titulaire d'un doctorat du MIT et fort de 20 ans d'expérience dans la sécurité financière, n'avait pas dormi depuis 2 nuits. Ses yeux étaient injectés de sang, des taches de café maculaient sa chemise froissée. 15 ingénieurs de haut niveau travaillaient sous ses ordres. Tous diplômés des universités les plus prestigieuses des États-Unis, aucun d'entre eux ne parvenait à trouver la cause du problème. « Nous avons tout essayé », rapporta Hartwell d'une voix tremblante. « Nous avons reconstruit le réseau neuronal artificiel, recalibré les algorithmes d'apprentissage automatique, réécrit l'ensemble du système de cryptage. Rien ne fonctionne. » Nico Castellano se tenait immobile comme une statue de pierre. Il avait bâti cet empire à partir de rien après avoir tué son propre père 17 ans plus tôt. Chaque brique, chaque ligne de code, chaque dollar était imprégné de sa sueur et de son sang, et maintenant tout s'effondrait sous ses yeux. Les 5 familles avaient envoyé des représentants, non pas pour aider, mais pour assister à la chute de Castellano. Joseph Morano, de la famille Morano, était assis au centre. Un sourire était figé sur ses lèvres depuis son arrivée. Les familles Morano et Castellano étaient des ennemis mortels depuis 3 générations. C'était l'occasion que Morano avait attendue toute sa vie. À côté de lui était assis Patrick Sullivan, de la famille irlandaise, le visage froid comme la glace. Venaient ensuite les frères Clove, représentant la famille russe, des hommes tristement célèbres pour leur violence sans limite. Et enfin, il y avait Tony Greco, le plus vieux parrain de la pièce, un homme qui avait été témoin de l'ascension et de l'effondrement d'innombrables empires. Chaque minute qui passe, notre argent s'évapore. Sullivan prit la parole, sa voix épaisse avec un accent irlandais. 200 millions de dollars de ma famille sont bloqués dans ce système. Clove acquiesça. 3 000 millions pour nous. Si nous ne les récupérons pas dans les 24 heures, Castellano, il y aura des morts.
Greco, le vieux patron, ne dit rien. Son silence était plus terrifiant que n'importe quelle menace. Hartwell tenta d'expliquer plus en détail la complexité du problème, mais chaque mot qu'il prononçait ne faisait qu'empirer les choses. C'est le système de cryptage le plus avancé au monde, dit-il sur la défensive. Personne ne peut le résoudre en si peu de temps, alors pourquoi je te paye, intervint Nico d'une voix tranchante comme une lame. Je te paye 5 millions de dollars par an pour t'entendre me dire que c'est impossible. Hartwell baissa la tête, n'osant pas répondre. Sur les écrans environnants, les messages d'erreur continuaient de clignoter, se moquant de l'impuissance des esprits considérés comme les plus brillants au monde. Le temps pressait. Dans 24 heures, la guerre éclaterait entre les familles, et Nico Castellano serait le premier à tomber. Personne dans cette pièce ne soupçonnait que la réponse se trouvait déjà sous leurs yeux, dans le regard d'un enfant de 7 ans assis silencieusement à côté du seau de sa mère. Clara regarda son fils, entouré d'escaliers cruels et prédateurs, et les souvenirs d'il y a 3 ans la submergèrent comme un cauchemar sans fin. Cette nuit-là, elle s'appelait encore Carolyn, une femme de 24 ans qui rêvait de devenir ingénieure en informatique et d'avoir une petite famille qu'elle croyait éternelle. Tommy Bennett, son mari, était autrefois un homme bon avant que le démon du jeu ne dévore son âme. Tout avait commencé par des retours tardifs à la maison, puis des mensonges, puis de l'argent qui disparaissait discrètement de leur compte d'épargne. Lorsque Clara découvrit la vérité, Tommy devait déjà 300 000 dollars à la famille Morano pour leur casino clandestin. Elle le supplia d'arrêter. Elle pleura. Elle menaça de le quitter. Mais Tommy était trop enfoncé dans la boue pour pouvoir faire demi-tour. La nuit fatidique arriva par un soir d'hiver glacial. Ethan, qui n'avait que 4 ans à l'époque, dormait dans sa chambre lorsque des coups violents ont retenti à la porte de l'appartement. 3 hommes vêtus de manteaux noirs ont fait irruption, armes à la main. Le chef avait le regard vide et le sourire d'un démon. Il s'est présenté comme un homme de Joseph Morano et a exigé le paiement immédiat. Tommy tomba à genoux et supplia. Il promit de payer. Il demanda plus de temps, sanglotant comme un enfant, mais la pitié n'était pas une langue que les collecteurs de dettes comprenaient. Le coup de feu retentit juste devant les yeux de Clara. Le sang de Tommy éclaboussa le mur blanc, et elle ne put crier car le chef lui avait couvert la bouche de sa main rugueuse qui empestait la cigarette. « Votre mari est mort », lui a-t-il murmuré à l'oreille, « mais la dette n'est pas morte avec lui. Vous avez 2 choix, payer 300 000 dollars ou mourir avec lui. » Il a jeté un coup d'œil vers la chambre où Ethan hurlait de terreur à cause du coup de feu. « Et le gamin », a-t-il ajouté en souriant, « nous trouverons un acheteur qui payera bien. » Clara ne se souvenait pas de ce qu'elle avait fait dans les heures qui avaient suivi. Elle se souvenait seulement avoir serré Ethan dans ses bras et s'être enfuie dans l'obscurité, laissant tout derrière elle, emportant seulement un peu d'argent et leurs papiers d'identité. Elle changea son nom de Caroline à Clara, déménagea du New Jersey à New York et commença à vivre comme un fantôme. 3 ans. 3 ans de peur, de pauvreté et de désespoir. Clara acceptait tous les emplois qu'elle trouvait. Pendant de la journée, elle faisait le ménage chez des familles riches. La nuit, elle faisait la plonge dans des restaurants, et entre les deux, elle nettoyait des bureaux. Elle travaillait 16 heures par jour, parfois 18, et ne gagnait toujours pas assez pour vivre comme un être humain normal. Leur appartement n'était rien de plus qu'une pièce humide dans un taudis de Brooklyn où les coups de feu résonnaient chaque nuit et où les rats étaient des compagnons permanents. Ethan n'allait pas à l'école, car Clara craignait que les formalités d'inscription ne les exposent. Elle lui enseignait à la maison à l'aide de livres récupérés dans les poubelles de la famille pour laquelle elle travaillait. Et étrangement, Ethan apprenait plus vite que tous les enfants qu'elle avait connus. Il savait lire à 3 ans, résoudre des problèmes de mathématiques de 5e année à 5 ans, et avait appris tout seul à programmer à partir d'un vieux livre en lambeaux que Clara avait trouvé parmi les affaires jetées par un ingénieur en informatique. Mais le destin refusait toujours de la laisser partir. 6 mois plus tôt, la mère de Clara, Helen Porter, avait été diagnostiquée d'un cancer du poumon de stade 3. Elle était alitée dans une maison de retraite bon marché du Queens, où les analgésiques étaient un luxe et où la mort était la seule certitude. Le médecin avait estimé à 200 000 dollars le coût de l'opération et de la chimiothérapie. 200 000 dollars, soit presque le montant de la dette qui avait tué son mari. Après 3 ans de travail acharné, Clara n'avait économisé que 900 700 dollars. Elle vendit tout ce qu'elle pouvait,
sauta des repas pour qu'Ethan puisse manger, mais cela ne suffisait toujours pas. Chaque nuit, quand Ethan dormait, Clara pleurait seule dans le noir. Elle pleurait pour sa mère, pour son enfant, pour sa haine d'un destin injuste. Et elle pleurait parce qu'elle savait que, malgré tous ses efforts, elle n'était rien de plus qu'une tante écrasée par le poids de la vie. Le poste de femme de ménage chez les Castellano était sa dernière chance. Le salaire était 2 fois plus élevé que la normale, et la femme de ménage, Rosa Chen, accepté de la laisser amener Ethan pendant ses gardes de nuit. Clara ne savait pas qui était Castellano. Elle ne savait pas que c'était le repère d'hommes, exactement comme ceux qui avaient assassiné son mari. Elle savait seulement qu'elle avait besoin d'argent. Et maintenant, debout dans une pièce remplie de chefs mafieux, regardant son fils être humilié devant les hommes les plus puissants de New York, Clara réalisa qu'elle avait amené Ethan dans l'endroit le plus dangereux au monde. Clara tira sur la main d'Ethan, essayant d'entraîner son fils plus profondément dans l'ombre. « Viens, mon chéri, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Nous ne devrions pas être ici. » Mais Ethan ne bougea pas. Ses yeux sombres étaient rivés sur les écrans clignotants derrière Nico Castellano. Depuis 1 heure, pendant que sa mère nettoyait le sol et que les adultes se criaient dessus, Ethan observait. Il regardait les ingénieurs marteler leur clavier dans la panique. Il regardait les lignes de code défiler sur les écrans. Il regardait les messages d'erreur se répéter selon un schéma que personne d'autre ne semblait remarquer. Le livre de programmation usé qu'il tenait entre ses mains lui avait appris à lire le langage des machines. Et à cet instant, il pouvait entendre l'ordinateur appeler à l'aide d'une manière que les adultes titulaires de doctorat ne pouvaient entendre. « Maman » murmura Ethan, les yeux rivés sur l'écran, « je le vois. » Clara paniqua et lui couvrit la bouche de sa main. « Tais-toi » supplia-t-elle. « Ces gens sont dangereux. » Mais Ethan avait vu quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Dans son esprit de 7 ans, le problème était clair comme le jour. C'était si simple qu'il ne comprenait pas comment des adultes aussi intelligents pouvaient ne pas le voir. C'était comme lorsque sa mère lui demandait « Tu as faim ?» mais disait « Tu faim ?» et il devait lui expliquer que les 2 phrases n'étaient pas identiques. L'ordinateur était mal compris de la même manière. Le Dr. Hartwell frappa du poing sur la table, frustré. « C'est impossible » cria-t-il. « Le système est défaillant à la base. Il nous faut au moins 2 semaines pour tout réécrire. » 2 semaines. La voix de Nico Castellano était glaciale. « Avez-vous entendu ce que Morano vient de dire? 24 heures. Hartwell, pas 2 semaines. » Joseph Morano eut un rire moqueur. On dirait que l'Empire Castellano s'effondre plus vite que je ne le pensais. Les frères Club échangèrent des regards éloquents. Tony Greco resta silencieux comme une statue, mais ses yeux brillaient de calcul. Les vautours tournaient en rond, attendant que leur proie s'effondre. Et à ce moment-là, Ethan lâcha le morceau. « Je vois où est le problème. » Sa voix n'était pas forte, mais dans le silence tendu de la pièce, elle résonna comme une cloche. Toutes les têtes se tournèrent vers le coin où se tenait le garçon de 7 ans, à côté d'un seau à serpillière. Clara aurait voulu mourir. Elle attrapa Ethan par les épaules, essayant de l'éloigner. « Je suis désolée, messieurs, » balbutia-t-elle. « Ce n'est qu'un enfant. Il ne sait rien. » Mais Nico Castellano leva la main pour lui faire signe d'arrêter. Son regard glacial transperça Ethan, comme s'il essayait de voir à travers son âme. « Qu'est-ce que tu viens de dire, petit? » Ethan déglutit. Il était petit et maigre, vêtu de vêtements usés, les cheveux qui auraient dû être coupés depuis longtemps. Il n'avait rien d'autre qu'un livre en lambeaux entre les mains et un esprit différent que personne n'avait encore remarqué. Mais il n'avait pas peur. Peut-être était-il trop jeune pour comprendre qu'il devait avoir peur. Peut-être avait-il vécu dans la peur si longtemps qu'elle ne l'affectait plus. Ou peut-être voyait-il simplement un problème à résoudre et son cerveau ne lui permettait pas de détourner le regard. « Je vois où est le problème », répéta Ethan, d'une voix plus claire. Sur cet écran, l'ordinateur est mal compris. Des rires éclatèrent dans la pièce. Le Dr. Hartwell rit le plus fort. Le rire d'un homme qui trouvait enfin un exutoire à sa rage après des heures d'humiliation. « L'ordinateur est mal compris », ricana-t-il. « Ce gamin croit qu'il est à la maternelle ?» Joseph Morano applaudit sarcastiquement. « Magnifique, Castellano. C'est ça, votre équipe d'experts? Un garçon de 7 ans et sa mère? » Clara avait envie de pleurer. Elle voulait se mettre à genoux et s'excuser, traîner Ethan hors de cette pièce
et ne jamais revenir. Mais ses jambes semblaient clouées au sol, et Ethan, son petit garçon, l'enfant qui avait vu son père mourir, l'enfant qui avait grandi dans la faim et la peur, l'enfant qui n'avait jamais connu un seul jour normal dans sa vie, se tenait debout, le dos droit, devant 20 des chefs mafieux les plus dangereux de New York. Et il ne tremblait pas. « Je peux vous montrer », dit Ethan en regardant Nico Castellano droit dans les yeux. « Si vous me donnez 10 minutes. » Le Dr. Hartwell s'approcha d'Ethan avec l'expression d'un homme qui venait de trouver un divertissement au milieu d'un cauchemar. Il croisa les bras sur sa poitrine et regarda le garçon comme on regarderait un insecte. « 10 minutes » ricana-t-il. « Ce gamin veut 10 minutes pour résoudre ce que 15 docteurs n'ont pas réussi à résoudre en 48 heures. » Il se tourna vers ses ingénieurs, la voix pleine de sarcasme. « Vous avez entendu ça? Toutes ces années que nous avons gaspillées à l'université, alors que tout ce dont nous avions besoin, c'était de lire des livres trouvés à la poubelle. » Les ingénieurs rirent avec lui, d'un rire fragile, celui de personnes qui tentent de cacher leur propre échec en rabaissant quelqu'un d'autre. Joseph Morano se leva et s'avança vers Ethan d'un pas lent et menaçant. Il s'arrêta à moins d'1 mètre de lui et se pencha jusqu'à ce que son visage soit à la hauteur des yeux du garçon. Son haleine empestait le cigare et le whisky hors de prix. « Hé, gamin !» dit-il doucement, d'une manière qui était en quelque sorte terrifiante. « Tu sais où tu es? Tu sais qui sont les gens dans cette pièce? » Ethan ne répondit pas. Il se contenta de regarder Morano droit dans les yeux, avec le calme étrange d'un enfant qui a vu trop de ténèbres pour avoir encore peur. C'est nous qui décidons qui vit et qui meurt. Morano poursuivit. Ta mère tremble, elle le sait, mais toi tu ne le sais pas. Tu es trop stupide pour comprendre. Clara eut un haut le cœur. Elle voulait se précipiter pour protéger son fils, mais ses jambes semblaient être en plomb. Je vous en prie, supplia-t-elle d'une voix rauque. Ce n'est qu'un enfant. Ne lui faites pas de mal, je vous en prie. Morano se tourna vers Clara, ses yeux glissant sur son corps d'une manière crue et évaluatrice. « Ne t'inquiète pas, jolie maman, » dit-il en riant. « Je ne tue pas les enfants. Je lui apprends simplement à rester à sa place. » Les frères Koslov approuvèrent d'un signe de tête. Patrick Sullivan émit un sifflement admiratif, comme s'il assistait à un spectacle amusant. Tony Greco resta silencieux, mais ses yeux suivaient tout avec la concentration aiguë d'un vieux renard. Le Dr. Hartwell décida de porter le coup de grâce. Il sortit un stylo et une feuille de papier et les posa devant Ethan. « Très bien, petit prodige, » dit-il d'un ton moqueur. « Montre-moi ce que tu sais de la programmation. Écris-moi la ligne de code la plus simple. Si tu y arrives, je te laisserai essayer. Sinon, ta mère et toi partirez et ne reviendrez jamais. » Ethan regarda le papier. Puis il prit le stylo et écrivit une seule ligne de code. Courte, précise, sans rien de superflu, sans rien manquer. Hartwell prit le papier et le sourire sur son visage se figea. Il écarquilla les yeux en relisant la ligne encore et encore, incapable de croire ce qu'il voyait. « Qu'y a-t-il » demanda Morano, remarquant le changement sur le visage de Hartwell. Hartwell ne répondit pas. Il se contenta de fixer Ethan avec une expression complètement différente, celle d'un étonnement total. La pièce devint soudainement silencieuse. No Castellano, qui avait observé la scène sans dire un mot depuis le début, prit enfin la parole. « Hartwell, » dit-il d'une voix froide, « qu'est-ce que le gamin a écrit? » Hartwell déglutit. « C'est un code parfait. La syntaxe est impeccable. La logique est claire. Il est encore plus optimisé que ce que les étudiants seniors du MIT écrivent habituellement. » La pièce sombra dans un silence absolu. Morano cessa de sourire. Les frères Clove se regardèrent. Sullivan arrêta de siffler et Nico Castellano s'avança vers Ethan d'un pas lent et mesuré. Il s'arrêta devant le garçon et regarda dans les yeux noirs et immobiles du garçon de 7 ans. Au cours de sa carrière, Nico avait vu toutes sortes de personnes. Des lâches, des casse-cous, des menteurs, des loyalistes. Mais il n'avait jamais vu de tels yeux chez un enfant. Aucune peur, aucune défiance, seulement la certitude pure de quelqu'un qui sait qu'il a raison. « 10 minutes, » dit Nico d'une voix dénuée d'émotion. « Si tu te trompes, ta mère perdra son emploi et vous quitterez New York tous les deux ce soir. » Et s'il a raison, lâcha Clara d'une voix tremblante. Nico la regarda d'un regard glacial. « S'il a raison, » dit-il lentement. « Je tiendrai ma promesse.
50 millions de dollars. Ethan s'avança vers l'écran principal d'un pas lent mais assuré. Il semblait terriblement déplacé dans cette pièce remplie d'hommes vêtus de costumes coûteux et portant des montres Rolex. Ses vêtements étaient usés, les pointes de ses baskets déchirées, et le livre de programmation qu'il tenait dans ses mains semblait sur le point de se désagréger, mais ses yeux brillaient tandis qu'il étudiait les lignes de code à l'écran. Le Dr. Hartwell s'écarta à contre-cœur et se tint derrière lui, les bras croisés, le regard partagé entre la curiosité et le doute. Les 15 autres ingénieurs se pressèrent également autour du garçon, formant un mur autour de lui. Clara se tenait dans un coin de la pièce, les mains serrées si fort que ses jointures blanchissaient. Elle n'osait ni respirer ni bouger, elle ne pouvait que prier pour son fils. Ethan leva la main et désigna une partie du code à l'écran. Son petit doigt s'arrêta sur une ligne unique parmi des milliers d'autres. « Ici », dit-il, sa voix claire rompant le silence tendu. « C'est faux », dit Hartwell en se penchant pour suivre le doigt d'Ethan. « C'est la couche d'interface entre le module de cryptage et le module d'authentification, » dit-il avec condescendance. « C'est un code standard écrit exactement selon le processus que j'ai développé il y a plus de 10 ans. Il n'y a rien qui cloche ici. » Mais Ethan secoua la tête. « Le code n'est pas faux, » expliqua-t-il. « L'ordinateur le comprend mal. » Les gens se regardèrent. « Le comprend mal ?» demanda un jeune ingénieur perplexe. « Les ordinateurs ne comprennent pas mal. Les ordinateurs ne font qu'exécuter des commandes. » Ethan se tourna vers lui avec le regard patient d'un enseignant expliquant quelque chose à un élève lent. « Oui, il acquiesça. Les ordinateurs suivent les commandes, mais vous donnez les mauvaises commandes. » Hartwell ricana. « Les mauvaises commandes? J'écris du code depuis avant votre naissance, jeune homme. Ne m'apprenez pas à coder. » Ethan ne broncha pas. Il désigna à nouveau la ligne et commença à expliquer d'une manière que seul un enfant de 7 ans aurait pu imaginer. « C'est comme quand ma mère me demande si j'ai faim, dit-il. Si elle me le demande correctement, je réponds oui ou non. Mais si elle dit « tu as faim » au lieu de demander « as-tu faim ?» alors je suis confus. Je ne sais pas si elle me demande ou si elle me dit que j'ai faim. La pièce est devenue silencieuse. « Tu dis à l'ordinateur que le mot de passe est correct, » a poursuivi Ethan, au lieu de demander à l'ordinateur si le mot de passe est correct. L'ordinateur pense donc que tu changes le mot de passe au lieu de le vérifier. Il continue à changer le mot de passe encore et encore, de sorte que personne ne peut se connecter. Hartwell a ouvert la bouche pour protester, mais aucun mot n'est sorti. Il fixa le code, puis Ethan, puis à nouveau le code. Son visage passa du doute à la confusion, puis de la confusion à l'horreur. « C'est impossible », murmura-t-il. « Il s'agit d'une erreur de syntaxe élémentaire. Une erreur que même des étudiants de première année ne commettraient pas. J'ai examiné ce code des centaines de fois. Pourquoi ne l'ai-je pas vu? »« Parce que vous avez regardé sans voir, » répondit simplement Ethan. « Tu cherchais des choses compliquées, alors tu as négligé les choses simples. » Joseph Morneau s'avança, le visage rempli de suspicion. « Attends, dit-il, ce gamin raconte n'importe quoi. Comment une erreur aussi minime pourrait-elle faire tomber un système valant des milliards de dollars? » Ethan se tourna vers Morneau avec un calme presque déconcertant, car tous les autres systèmes sont enseignés par celui-ci, expliqua-t-il. Comme lorsqu'un enseignant enseigne quelque chose de faux, tous les élèves l'apprennent aussi de manière erronée. Cette erreur n'est pas seulement ici, elle est partout. Dans chaque module, dans chaque programme, dans tout ce que vous avez construit au cours des 10 dernières années. Le silence dans la pièce devint pesant, presque suffocant. Hartwell s'effondra sur une chaise, le visage pâle comme la mort. « 10 ans, murmura-t-il. 10 ans que j'ai enseigné à mon équipe à écrire du code de cette manière. 10 ans que j'ai introduit une faille dans tout ce que nous avons créé sans jamais le savoir. » Nico Castellano était figé comme une statue de pierre. L'empire qu'il avait bâti en 17 ans. Le système auquel il faisait confiance sans réserve. Tout cela empoisonné par une erreur élémentaire qu'un enfant de 7 ans aurait pu repérer en quelques minutes. Patrick Sullivan rompit le silence. « D'accord, le gamin a trouvé le problème, mais trouver un problème et le résoudre sont deux choses différentes. Comment savoir s'il peut le corriger en 24 heures? » Tous les regards se tournèrent vers Ethan. Il se tenait au milieu de la pièce, entouré des patrons les plus puissants de New York, petit et fragile comme une bougie avant une tempête. Pourtant, son regard restait calme, clair, assuré. « Je peux vous montrer comment le corriger, » dit Ethan. « Ce n'est pas difficile. Il suffit de changer un symbole à chaque endroit, un point en point d'interrogation. C'est tout.
Hartwell fixa Ethan comme s'il s'agissait d'une créature venue d'une autre planète. C'est tout, répéta-t-il d'une voix creuse. 48 heures, des millions de lignes de code, des dizaines d'experts, et la solution consiste simplement à remplacer un point par un point d'interrogation. Ethan acquiesça, incapable de comprendre pourquoi les adultes rendaient tout si compliqué. Parfois, les problèmes les plus importants ont les solutions les plus simples. C'est ce que dit mon livre. Le Dr. Hartwell s'assit devant le clavier, les mains tremblantes. 20 ans d'expérience, un doctorat du MIT, des dizaines de récompenses dans l'industrie technologique. Tout cela n'avait aucune importance à ce moment-là. Il était sur le point de suivre les instructions d'un enfant de 7 ans devant 20 des plus puissants chefs mafieux de New York. Si l'enfant se trompait, Hartwell deviendrait la risée de tout le milieu. Et si l'enfant avait raison, il devrait vivre avec la vérité qu'un enfant qui ramassait des livres dans les poubelles était meilleur que lui. Les deux issues étaient infernales, mais il n'avait pas le choix. « Faites-le », ordonna Nico Castellano, d'une voix froide comme l'acier. Hartwell prit une profonde inspiration et commença à taper. Ethan se tenait à côté de lui, ses yeux sombres suivant chacun de ses mouvements. De temps en temps, le garçon pointait l'écran et parlait doucement. Celui-là aussi, et celui-là. Point, puis point d'interrogation. Hartwell obéissait comme une machine. Il ne réfléchissait plus. Il n'analysait plus. Il se contentait de faire exactement ce que le garçon de 7 ans lui disait de faire. Clara se tenait dans un coin de la pièce, retenant son souffle. Elle regardait son fils debout parmi les loups avec un calme qu'elle avait du mal à croire. Son Ethan, cet enfant maigre et timide qui n'avait jamais connu une journée normale dans sa vie, guidait un docteur du MIT comme un élève du primaire. 5 minutes passèrent, puis 10, puis 15. Hartwell passa d'un module à l'autre, suivant exactement le schéma qu'Ethan lui avait montré. Simple, précis, rien de superflu, rien ne manque. Joseph Moreno commença à perdre patience. « C'est une farce, grogna-t-il. Nous perdons notre temps avec un gamin alors que notre argent s'évapore. » Mais Nico leva la main pour demander le silence. Ses yeux ne quittèrent pas l'écran une seule seconde. Il attendait, observait, jugeait. « C'est fait. » Hartwell expira, la voix épuisée. « J'ai corrigé tous les points que le gamin m'a montrés. » Ethan acquiesça. « Maintenant, redémarrer le système. » Hartwell regarda Nico, attendant sa permission. Nico acquiesça d'un signe de tête sec. Hartwell appuya sur le bouton de redémarrage. Les écrans devinrent noirs. Toute la salle retint son souffle. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Rien ne se passa. Morano éclata de rire. « Je vous avais dit que c'était une farce. Une farce totale. » Puis les écrans s'animèrent. Non pas avec les lignes rouges de tout à l'heure, mais avec des lignes bleues. Le bleu de la vie. Le bleu de l'espoir. Le bleu de 2 milliards de dollars apparaissant lentement sur les écrans. « Le système redémarre », murmura Hartwell, la voix tremblante d'émotion. « Ça marche. Mon Dieu, ça marche vraiment. » Les chiffres ont commencé à défiler sur les écrans. Ce compte, cet autre compte, toutes les sommes gelées ont été débloquées une à une. 100 millions, 200 millions, 500 millions, 11 milliards, 120 milliards, 2 milliards. Patrick Sullivan s'est levé d'un bond, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Mon argent », a-t-il murmuré. « Mon argent est de retour. » Les frères Clove se sont embrassés en souriant pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans la pièce. Tony Greco, l'ancien patron qui était resté silencieux depuis le début, finit par approuver d'un signe de tête. Seul Joseph Moreno resta figé, le visage gris comme s'il avait avalé une mouche. Le gamin avait réussi. Le gamin avait vraiment réussi. Le fils de 7 ans d'une femme de ménage venait de sauver 2 milliards de dollars, appartenant aux 5 plus grandes familles mafieuses de New York en moins de 20 minutes. Hartwell regarda Ethan d'un tout nouvel œil. Plus aucun mépris, plus aucun doute, seulement un pur respect pour un esprit bien au-delà de sa propre compréhension. « Comment ?» demanda-t-il, l'air perdu. « Comment as-tu vu ce que nous avons tous manqué ?» Ethan pencha la tête, réfléchit un instant, puis répondit avec la plus simple des vérités. « Parce que je ne connais pas les choses compliquées, » dit le garçon. « Donc, je ne vois que les choses simples. » Nico Castellano s'approcha d'Ethan. Pour la première fois de la soirée, son regard glacial avait quelque chose de différent. Ce n'était pas de la chaleur. Le roi de glace ne connaissait pas la chaleur, mais de la reconnaissance.
du respect pour l'enfant qui se tenait devant lui. « Quel est ton nom complet, petit ?» demanda Nico pour la deuxième fois de la soirée, et cette fois, sa voix ne contenait aucune moquerie. Clara se raidit. Cette question, ce nom avait le pouvoir de tout détruire. Avant que Clara n'ait pu ouvrir la bouche pour répondre à la question de Nico, un bip strident retentit dans le système. Toutes les têtes se tournèrent vers l'écran principal où des flux de données défilaient à une vitesse folle. Hartwell se précipita vers la console de contrôle, son expression passant du soulagement à la confusion en un instant. « Que se passe-t-il » marmonna-t-il, les doigts volant sur le clavier. Cela ne faisait pas partie du plan. Le système effectuait automatiquement un audit complet. Maintenant qu'il fonctionnait à nouveau correctement, il commençait à faire ce pourquoi il avait été programmé dès le début, mais qu'il n'avait jamais pu réaliser en raison de l'erreur de syntaxe. Il commença à vérifier toutes les transactions des 18 derniers mois. Et ce qu'il découvrit paralysa toute la salle. À l'écran, une série de transactions secrètes commença à apparaître, comme des blessures à vif. Chaque transaction était un chiffre. Chaque chiffre représentait une somme d'argent colossale, et toutes ces sommes étaient versées à la même destination. Hartwell lut à haute voix ce qui apparaissait à l'écran, la voix tremblante d'horreur. Le 15 mars de l'année dernière, 2 millions de dollars transférés vers un compte anonyme aux îles Caïmans. Le 22 avril, 5 millions de dollars. Le 10 juin, 10 millions de dollars. La liste était longue. Chaque ligne était un coup de poignard dans la confiance. Les chefs mafieux se regardèrent tandis que la suspicion se répandait dans la pièce comme une fumée toxique. Patrick Sullivan fut le premier à prendre la parole. À qui appartient cet argent? Sa voix était glaciale. Qui nous vole? Hartwell continua à tracer à un rythme effréné, la sueur perlant sur son front. Ce qu'il découvrit lui fit perdre toute couleur. Au total, il déglutit péniblement. 400 millions de dollars. Au cours des 18 derniers mois, quelqu'un avait secrètement retiré 400 millions de dollars du système CFT sans que personne ne s'en aperçoive. La salle explosa dans le chaos. 400 millions, rugirent les frères Koslov, les mains déjà sur les armes qu'ils sortaient de leur veste. Qui avait osé faire cela? Tony Greco, l'ancien patron qui était resté silencieux toute la soirée, prit enfin la parole. Sa voix était grave et terrifiante, comme le rugissement d'un lion vieillissant. « Suivez la trace jusqu'au bout, Hartwell. Je veux savoir où est passé cet argent. » Hartwell martela le clavier, les yeux rivés sur l'écran. Le système qu'Ethan venait de réparer fonctionnait désormais avec une efficacité sans précédent, suivant chaque trace numérique avec une précision absolue. Les couches de cryptage se sont effacées les unes après les autres. Les comptes anonymes ont été exposés, les voies de transfert mises à nu, et enfin la destination est apparue à l'écran comme une condamnation à mort. Tout l'argent, dit Hartwell d'une voix étranglée, a été versé sur des comptes appartenant à la famille Morano. Le silence dans la pièce était si lourd qu'il semblait palpable. Tous les regards se tournèrent lentement vers Joseph Morano, l'homme qui avait raillé et menacé Nico toute la soirée. Il resta figé, le visage gris comme de la cendre. « Non, balbutia-t-il, c'est une erreur. Je ne sais rien à ce sujet. » Nico Castellano s'avança vers Morano avec la démarche lente d'un prédateur. Son regard était plus froid que jamais cette nuit-là, assez froid pour geler l'enfer lui-même. « 400 millions de dollars, dit Nico sans émotion, 18 mois de vol sous mon nez. Et vous avez eu le culot de venir ici pour me menacer? Je ne sais pas. » Morano recula, les mains levées en signe de défense. « Je jure devant Dieu que je ne sais rien de cet argent. Ce doit être quelqu'un de ma famille qui a agi sans le signaler. » Victor Santini, le bras droit de Nico, s'avança avec une expression inquiète. « Patron, dit-il, nous devons enquêter minutieusement avant de tirer des conclusions hâtives. Cela pourrait être un piège pour incriminer la famille Morano. » Nico ne se retourna pas pour regarder Victor. Son regard restait rivé sur Morano comme deux lames jumelles. Mais Ethan était différent. Le garçon avait regardé l'écran pendant tout ce temps et ses yeux sombres commencèrent à se plisser. Il y avait quelque chose qui clochait dans les données qu'il voyait, quelque chose que les adultes ne remarquaient pas parce qu'ils étaient trop concentrés sur Morano. « Monsieur, dit Ethan doucement, l'ordinateur dit que quelqu'un dans cette pièce connaît le mot de passe secret. » La pièce se figea à nouveau. Hartwell vérifia l'écran et ce qu'il vit lui coupa le souffle. « Le gamin a raison, murmura-t-il.
Toutes ces transactions secrètes ont été exécutées par quelqu'un disposant du niveau d'accès le plus élevé au système CFT. Et seules 3 personnes ont cet accès. Moi, le patron Castellano et Victor Santini. Tous les regards se déplacèrent lentement de Morano vers Victor Santini, l'homme de 40 ans qui avait servi Nico Castellano pendant 20 ans. Le bras droit le plus fidèle, l'homme qui connaissait tous les secrets de l'Empire Castellano, et le même homme qui venait d'essayer d'empêcher Nico d'en savoir plus. Victor Santini sentit tous les regards le transpercer comme des couteaux. Il recula d'un pas, levant instinctivement la main vers sa poitrine, comme pour se protéger. « Patron », dit-il d'une voix qu'il s'efforçait de maintenir calme, « il s'agit d'un malentendu. Je suis à votre service depuis 20 ans. Je ne vous trahirai jamais. » Nico Castellano ne dit rien. Il resta parfaitement immobile, ses yeux glacés scrutant l'homme qu'il avait autrefois traité comme un frère. 17 ans. 17 ans avec Victor à ses côtés à travers chaque bataille, chaque négociation, chaque décision de vie ou de mort. Victor connaissait tous ses secrets. Victor savait où les corps étaient enterrés. Victor connaissait toutes ses faiblesses. Et pendant ces 20 années, Victor était resté là, attendant le moment propice pour le poignarder dans le dos. Hartwell continua à suivre les données à l'écran, la voix tremblante à mesure qu'il lisait chaque ligne. Les transactions avaient été effectuées à partir d'une adresse IP située dans la propriété des Castellano. Elles avaient toujours eu lieu la nuit, pendant que le patron se reposait, et chacune d'entre elles avait utilisé les identifiants de Victor Santini. Morano sortit de son état de choc, réalisant que c'était sa chance de se sauver. Il pointa du doigt de Victor, les yeux brûlants de rage. « Ce salaud est un espion dans vos rangs, Castellano. Il a vendu des informations à ma famille à mon insu. Mon fils Anthony doit être derrière tout ça. » Victor éclata d'un rire amer et dément. Il savait qu'il n'avait plus nulle part où aller. Une mise en scène qui durait depuis 17 ans s'était effondrée en moins de 20 minutes à cause d'un enfant de 7 ans. « Ce fichu gamin, » rugit-il, les yeux brûlants, en fixant Ethan. « Sans toi, personne n'aurait rien découvert. Le système serait resté défaillant, et j'aurais continué à drainer l'argent jusqu'à ce que l'Empire Castellano s'effondre complètement. » Clara serra Ethan dans ses bras, le protégeant du regard fou de Victor. Le garçon ne pleura pas. Il ne trembla pas. Ses yeux sombres étaient étrangement calmes, comme s'il avait vu trop de ténèbres pour avoir encore peur. « Pourquoi ?» finit par dire Nico. Un seul mot, mais qui pesait comme 1000 tonnes de pierre. Victor regarda Nico, et à cet instant, le masque de 20 ans de loyauté se brisa complètement. « Pourquoi ?» ricana-t-il. « Parce que j'en avais assez de vivre dans ton ombre depuis 20 ans. J'ai bâti cet empire avec toi, mais tu en as récolté tous les lauriers. Tu es le patron, et je ne serai jamais que ton bras droit. Anthony Morano m'a promis la moitié de l'empire si je l'aidais à te renverser. La moitié de Castellano. Quelque chose que tu ne m'as jamais donné, malgré tout ce que je t'ai donné de ma vie. » Nico ne se mit pas en colère. Il n'a pas crié. Il n'a pas juré. Il a simplement sorti son arme de la poche intérieure de sa veste, d'un geste lent et assuré, comme s'il accomplissait la tâche la plus ordinaire au monde. Victor a vu l'arme et a paniqué. Il s'est mis à genoux, le visage baigné de larmes. « S'il te plaît, patron, 20 ans. Je suis avec toi depuis 20 ans. Je t'ai sauvé la vie plus de fois que je ne peux compter. Épargnez-moi, je vous en supplie. » Nico s'avança et appuya le canon du pistolet contre le front de Victor. Son regard était glacial, dépourvu de toute émotion. « 20 ans, » dit Nico d'une voix grave et profonde. « 20 ans que je vous considérais comme un frère. 20 ans que vous mangiez à ma table, dormiez sous mon toit, connaissiez tous mes secrets, et vous m'avez vendu à l'ennemi pour 400 millions de dollars. » Le coup de feu retentit. Clara hurla, serrant Ethan contre elle et lui couvrant les yeux. Mais elle ne pouvait pas bloquer le bruit du corps tombant sur le sol en marbre. Elle ne pouvait pas bloquer l'odeur de la poudre à canon qui se répandait dans l'air. Elle ne pouvait pas bloquer la vérité. Son fils venait d'assister à la mort d'un homme abattu devant lui pour la 2e fois de sa vie. Victor Santini gisait immobile sur le sol, une mare de sang sombre sous sa tête, les yeux grands ouverts, le visage figé dans une expression d'horreur. 20 ans de fausse loyauté avaient pris fin d'une seule balle. Nico se tourna vers Morano, le pistolet encore fumant dans sa main. « Et toi, dit-il, ton fils était derrière tout ça. Tu ne le savais peut-être pas, mais ta famille en paiera le prix.
Morano recula en titubant, le visage livide. « Je ne savais pas, supplia-t-il. Je le jure devant Dieu, je ne savais rien du complot d'Anony. Il a agi seul. Emmenez-le, ordonna Nico au garde. Enfermez-le au sous-sol. Je m'occuperai de lui après avoir nettoyé ce désordre et envoyé des hommes à la recherche d'Anthony Morano. Je veux que ce salaud soit à genoux devant moi avant l'aube. » Les gardes se précipitèrent, tirèrent Morano sur ses pieds et le traînèrent hors de la pièce. Le chef de la famille rivale, qui quelques instants plus tôt se moquait de Nico et le menaçait, était maintenant emmené comme un chien. Ses cris résonnèrent dans le couloir jusqu'à ce que la porte se referme. Le silence retomba dans la pièce. Patrick Sullivan, les frères Club et Tony Greco échangèrent des regards. Ils venaient de voir Nico Castellano exécuter un traître et emprisonner un chef rival en moins de 5 minutes. Sans hésitation, sans pitié. C'était pour cela qu'on l'appelait le roi de glace. C'était pour cela que personne n'osait s'opposer à Nico Castellano. Mais au milieu du chaos et du carnage, Morano avait vu quelque chose. Alors qu'il était traîné devant Clara, il l'avait regardé droit dans les yeux. Et dans son regard, déjà assombri par la peur, Clara avait vu une lueur de reconnaissance. Il savait qui elle était. Attendez. Le cri de Morano retentit juste au moment où la porte était sur le point de se refermer. Les gardes s'arrêtèrent et se tournèrent vers leur patron pour attendre ses ordres. Morano se libéra de leur emprise, les yeux rivés sur Clara, avec le désespoir sauvage d'un homme qui se noie et qui s'agrippe à une dernière bouée de sauvetage. « Je sais !» cria-t-il, la voix brisée par la folie. « Je sais qui elle est. Castellano, avez-vous la moindre idée de qui vous hébergez dans votre maison? » Clara se figea. Le sang dans ses veines semblait s'être transformé en glace. 3 ans de fuite, 3 ans à vivre dans sa peur, 3 ans à reconstruire à partir de rien. Tout s'effondra en un instant. Nico leva la main, faisant signe aux gardes de s'arrêter. Son regard passa de Morano à Clara, froid et indéchiffrable. « Parle, ordonna-t-il à Morano. Que savez-vous d'elle? » Morano éclata d'un rire hystérique, de la salive jaillissant du coin de sa bouche. Le vrai nom de cette salope est Carolyn Bennett, la femme de Tommy Bennett, le joueur invétéré qui devait 300 000 $ à ma famille et qui est mort sans les rembourser. J'ai fait tuer son mari par mes hommes il y a 3 ans. Et cette femme s'est enfuie avec cet enfant pour échapper à la dette. Clara voulait mourir. Ses genoux se dérobèrent sous elle. Et si Ethan ne l'avait pas retenue, elle se serait effondrée. Son fils la regardait avec ses yeux noirs profonds, des yeux qui avaient vu beaucoup trop de souffrance pour un enfant de 7 ans. « Maman » murmura-t-il d'une voix tremblante. « Il parle de papa, n'est-ce pas? » La pièce fut plongée dans un silence de mort. Patrick Sullivan, les frères Kozlov et Tony Greco regardaient désormais Clara d'un tout autre œil. Elle n'était plus une innocente domestique. Elle était une débitrice, une fugitive, quelqu'un qui pouvait causer des ennuis à quiconque lui offrait refuge. 300 000 $, poursuivit Morirana d'une voix triomphante. Ajoutez 3 ans d'intérêt, et cela fait près de 500 000 $ aujourd'hui. Ma famille a le droit de récupérer cette somme, le droit de lui ôter la vie, à elle et à ses enfants. Vous hébergez ma débitrice, Castellano. Cela enfreint les lois du monde souterrain. Nico ne dit rien. Il resta parfaitement immobile, le regard fixé sur Clara, comme s'il essayait de voir directement dans son âme. Clara sentit ce regard et sut que le moment était venu d'affronter la vérité. Elle se redressa lentement, poussant Ethan derrière elle pour le protéger. « Oui, » dit-elle d'une voix tremblante, mais sans plus se cacher. « Je suis Carolyn Bennett, la femme de Tommy Bennett. Mon mari devait 300 000 $ à la famille Morano et a été tué sous mes yeux et ceux de mon fils il y a 3 ans. Je me suis enfui parce qu'il menaçait de tuer mon enfant et de le vendre à des trafiquants d'êtres humains. J'ai changé de nom. Je me suis enfui. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour survivre et protéger mon fils. Et je ne regrette rien. » Morano rit, victorieux. « Tu entends ça, Castellano? Elle l'a admis. Elle doit de l'argent à ma famille. Elle est la propriété de ma famille. Tu n'as pas le droit de la protéger. » Nico resta silencieux. Ses yeux ne quittaient pas Clara. Et dans ce regard glacial, quelque chose était en train de changer. Quelque chose que même lui ne comprenait pas encore. Clara regarda Nico droit dans les yeux. Il n'y avait plus aucune peur dans son regard. Elle avait déjà tout perdu. Son mari, sa maison, ses rêves, son identité. La seule chose qui lui restait était Ethan, et elle le protégerait à tout prix.
Vous pouvez me livrer à Morirano, dit-elle à Nico. Vous pouvez me tuer maintenant, mais je vous en prie, épargnez mon fils. Ce n'est qu'un enfant. Il n'a rien à voir avec la dette de son père. Il vient de vous faire économiser 2 milliards de dollars. Je t'en prie, ne le tue pas. Ethan sortit de derrière sa mère et se plaça à côté d'elle, l'air étrangement calme. Je n'ai pas peur, dit le garçon d'une voix faible mais claire. S'ils veulent tuer ma mère, ils devront d'abord me tuer. Clara ravala un sanglot en regardant son fils. Son enfant de 7 ans, maigre et timide, se tenait droit devant les chefs mafieux les plus dangereux de New York et déclarait qu'il mourrait avec sa mère. Toute la salle les observait avec des expressions différentes. Certains avec mépris, d'autres avec indifférence, d'autres encore avec calcul, et un homme se souvenait de son propre passé. Se souvenait d'une mère qui avait autrefois été femme de chambre. Se souvenait d'un enfant qui s'était autrefois dressé pour protéger sa mère contre les mauvais traitements. Nikiko Castellano resta immobile pendant un moment qui lui sembla interminable. Ses yeux restaient fixés sur Clara et son fils. Pourtant, son esprit était ailleurs. 32 ans plus tôt, un garçon de 5 ans s'était tenu devant son père, les poings serrés, et avait déclaré qu'il protégerait sa mère. Ce garçon, c'était lui. Cette mère était une femme de ménage, méprisée et battue chaque jour. Et ce père était mort de la main de son propre fils 15 ans plus tard. À présent, il se voyait reflété dans les yeux d'Ethan. Un garçon maigre de 7 ans, vêtu de haillons, se tenant droit pour protéger sa mère du monde. Sans peur, sans hésitation, avec seulement un amour pur et un courage qui n'appartient qu'aux enfants. La dette de Tommy Bennett, dit finalement Nico, a été payée. Morano s'étrangla. « Quoi? » cria-t-il. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est l'argent de ma famille. Ce sont les lois du monde souterrain. » Nico se tourna vers Morano, son regard si froid que l'air lui-même semblait se glacer. Tommy Bennett est mort il y a 3 ans. Sa vie était le prix de cette dette. La loi du monde souterrain. Morano. Les dettes de sang se paient avec du sang. Il a déjà payé. Mais le gamin? Morano tenta de protester. Ils m'appartiennent. Nico l'interrompit d'une voix qui ne souffrait aucune discussion. À partir de maintenant, Clara Bennett et Ethan Bennett sont sous la protection de la famille Castellano. Quiconque les touche devra m'en répondre. Morano ouvrit la bouche pour protester à nouveau, mais Nico s'était déjà détourné. « Emmenez-le au sous-sol, ordonna-t-il aux gardes. Je m'occuperai de lui après avoir trouvé Anthony. » Cette fois, Morano n'eut aucune chance de résister. Les gardes le traînèrent hors de la pièce tandis que ses cris désespérés résonnaient dans le couloir jusqu'à ce que la porte se referme. Patrick Sullivan rompit le silence. « Castellano, dit-il prudemment, vous venez de déclarer la guerre à la famille Morirano. Anthony Morano ne laissera pas passer ça. »« Je sais, » répondit Nico calmement, « et je m'en fiche. » Tony Greco, l'ancien patron qui était resté silencieux jusqu'à présent, finit par approuver d'un signe de tête. « Tu es comme ton père dans ta cruauté, dit-il, mais tu es différent de lui dans ta loyauté. Ce gamin a sauvé tout notre argent. Le protéger est la bonne décision. » Les frères Club acquiescèrent. Sullivan resta silencieux, mais il ne s'opposa pas. La réunion se termina dans une atmosphère complètement différente de celle dans laquelle elle avait commencé. 2 milliards de dollars avaient été récupérés. Un traître avait été éliminé et Nikiko Castellano avait sauvé 2 vies sous sa protection d'une manière que personne n'avait prévue. Alors que les patrons quittaient la pièce les uns après les autres, Clara resta figée dans un coin, serrant Ethan dans ses bras. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Elle s'attendait à mourir, mais on lui avait offert sa protection. Nico s'approcha d'eux et s'arrêta à moins d'1 mètre. Son regard était toujours froid, mais il y avait quelque chose de profondément enfoui en lui que Clara ne parvenait pas à déchiffrer. « Toi et l'enfant resterez au domaine, » dit Nico d'une voix qui ne souffrait aucune contradiction. « À partir de maintenant, c'est ici chez vous. Vous n'avez plus besoin de fuir. » Clara ouvrit la bouche pour dire quelque chose, peut-être merci, peut-être pourquoi. Mais Nico s'était déjà retourné et s'éloignait avant qu'elle n'ait pu prononcer un seul mot. Ethan regarda le dos de l'homme le plus puissant de New York, puis leva les yeux vers sa mère avec ses yeux noirs profonds. « Maman, murmura-t-il, c'est un homme bien, n'est-ce que pas? » Clara ne savait pas quoi répondre. Elle savait seulement qu'à partir de cette nuit, leur vie avait complètement changé. Une semaine passa comme dans un rêve. Clara osait à peine croire que tout cela était réel.
La nouvelle chambre qu'elle partageait avec Ethan se trouvait au 3e étage du domaine Castellano. Elle était 10 fois plus grande que l'appartement insalubre dans lequel ils vivaient auparavant et comprenait un lit king-size avec des draps blancs immaculés, des armoires remplies de vêtements neufs encore étiquetés et une salle de bain privée avec une baignoire en marbre. Pour la première fois depuis 3 ans, Clara dormit toute la nuit sans être réveillée en sursaut par des cauchemars ou le bruit des coups de feu à l'extérieur. Pour la première fois en 3 ans, Ethan mangeait 3 repas complets par jour avec de la viande, du poisson et des légumes, au lieu de nouilles instantanées et de pain rassis. Mais Clara ne voulait pas oublier à qui appartenait cette maison. Elle refusait de rester inactive et demanda à continuer à travailler. La gouvernante, Rosa Chen, la regarda avec perplexité, mais finit par accepter de la charger de la gestion du personnel du service de nettoyage. Plus besoin de récurer les sols, plus besoin de transporter les poubelles. Pourtant, Clara avait toujours l'impression de faire quelque chose d'utile au lieu de vivre comme un fardeau. Ethan s'est adapté à ce nouveau monde avec une rapidité étonnante. Le Dr. Hartwell, l'homme qui s'était moqué de lui autrefois, traitait désormais Ethan comme un collègue respecté. Le 2e jour après cette nuit-là, Hartwell est allé voir Nico et lui a fait une proposition à laquelle personne ne s'attendait. Ce gamin a des capacités que je n'ai jamais vues de toute ma carrière. Permettez-moi de l'intégrer à l'équipe informatique en tant que conseiller spécial. Pas à temps plein, juste pour examiner nos systèmes et signaler les erreurs que nous négligeons. Nico accepta sans consulter Clara. Lorsqu'elle l'apprit, elle voulut s'y opposer, car elle ne voulait pas que son fils s'enfonce davantage dans le monde souterrain. Mais quand elle a vu la lueur dans les yeux d'Ethan chaque fois qu'il entrait dans la salle des serveurs, elle n'a pas pu se résoudre à dire non. C'était la première fois dans sa vie qu'Ethan était autorisé à faire ce qu'il aimait. C'était la première fois qu'il était reconnu pour son talent, au lieu d'être rejeté à cause de sa situation. Les résultats ont été stupéfiants. Au cours de la première semaine, Ethan a identifié 7 failles similaires dans d'autres systèmes de Castellano Financial Technologies. Chaque correction augmentait les performances de 15 à 20%. Hartwell a calculé que ces améliorations permettraient à l'Empire Castellano d'économiser au moins 50 millions de dollars par an. Ce gamin est un génie, a-t-il rapporté à Nico. Je n'utilise pas ce mot à la légère. J'ai rencontré beaucoup de personnes intelligentes dans ma vie, mais personne n'a jamais vu les choses comme ce garçon. C'est comme s'il pouvait lire instinctivement le langage des ordinateurs. La nouvelle de ce prodige de 7 ans s'est rapidement répandue dans le monde underground de la technologie. D'autres familles ont commencé à s'intéresser à ce garçon qui avait économisé 2 milliards de dollars en 20 minutes. Certaines ont proposé d'acheter Ethan pour des millions de dollars, comme s'il s'agissait d'une marchandise à échanger. Nico a refusé toutes les offres sans hésiter. Mais le plus grand changement est survenu le 5e jour, lorsque Clara a rencontré Margaret Castellano. Elle est apparue dans la salle du petit déjeuner comme un fantôme du passé. Une femme de 62 ans aux cheveux argentés soigneusement attachés en arrière, aux yeux d'un bleu profond et à l'allure de quelqu'un qui avait enduré trop de souffrance pour encore craindre quoi que ce soit. Clara se leva pour la saluer, ne sachant pas trop comment s'adresser à la mère de son patron. Mais Margaret se contenta de sourire et lui fit signe de s'asseoir. « Vous êtes Clara, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix étonnamment chaleureuse. « J'ai beaucoup entendu parler de vous et du petit Ethan. » Clara balbutia une réponse maladroite, mais Margaret ne sembla pas le remarquer. Elle s'assit en face de Clara et la regarda comme si elle se voyait dans un miroir. « Savez-vous ce que j'étais autrefois » demanda Margaret. Clara secoua la tête. « J'étais femme de chambre » dit Margaret sans honte. « Il y a 35 ans, j'étais la fille d'une famille d'agriculteurs pauvres en Sicile. Je suis arrivée en Amérique sans rien et j'ai travaillé comme domestique pour la famille Castellano. Marco Castellano, le père de Nico, m'a remarqué. Clara ne savait pas comment réagir. Margaret lui révélait des secrets de la famille Castellano. Des secrets que très peu de gens connaissaient. Il ne m'aimait pas. Margaret continua, le regard assombri. Il me voulait simplement et il a pris ce qu'il voulait sans demander l'avis de personne. Je suis tombée enceinte de Nico dans ces circonstances. Marco m'a forcé à l'épouser pour étouffer le scandale, mais il ne m'a jamais traité comme une épouse. Il me traitait comme une domestique dont le devoir était de porter son enfant et de le servir. Il me battait, m'humiliait et faisait tout cela devant Nico alors qu'il était encore enfant. Clara sentit sa gorge se serrer. Elle regarda la femme devant elle, vit les cicatrices invisibles dans ses yeux
Et elle comprit. Elle comprit pourquoi Nico était si froid. Elle comprit pourquoi il détestait voir les autres s'agenouiller. Elle comprit pourquoi il la protégeait, elle et Ethan, sans avoir besoin d'une raison. Mon fils a tué son père quand il avait 20 ans, dit Margaret sans émotion. Il a tiré sur Marco dans ce bureau, même après l'avoir vu me battre jusqu'à l'hôpital pour la 10e fois. Il l'a fait pour me protéger. Et depuis, il ne s'est plus jamais autorisé à aimer quelqu'un, car il craint que l'amour ne le transforme en un monstre comme son père. Margaret prit la main de Clara, les yeux brillants. « Mais je vois la façon dont il te regarde, dit-elle. Je vois la façon dont il regarde Ethan. Quelque chose est en train de changer en lui, et je crois que c'est grâce à toi. N'abandonne pas mon fils, Clara. Sous cette glace, il y a un cœur qui attend d'être réveillé. » Clara resta parfaitement immobile, osant à peine respirer. Ce que Margaret venait de lui révéler avait complètement bouleversé la façon dont elle voyait Nico Castellano. Ce n'était pas un monstre né froid. C'était un enfant qui avait été contraint de devenir un monstre afin de protéger la personne qu'il aimait le plus. Margaret regarda par la fenêtre, le regard lointain, comme si elle fixait un passé lointain. Cette nuit-là commença-t-elle d'une voix basse et calme. J'ai dit à Marco que je voulais divorcer. Je ne pouvais plus supporter cette situation. 20 ans à être traité comme un animal. 20 ans à être battu et humilié devant mon propre fils. Je voulais être libre, même si cela signifiait partir sans rien. Clara serra plus fort la main de Margaret, sentant la douleur émaner de la femme à côté d'elle. Margaret continua sans regarder Clara, comme si elle ne s'adressait qu'à elle-même. Marco est devenu fou quand il a appris que je voulais partir. Il a dit que j'étais sa propriété, que je n'avais pas le droit de partir, que si j'osais franchir la porte, il me tuerait et dirait au monde entier que j'étais devenue folle et que je m'étais suicidée. Puis il a commencé à me battre, non pas avec ses mains comme avant, mais avec un bâton, une ceinture, tout ce qui lui tombait sous la main. Margaret a retroussé sa manche, révélant de longues cicatrices qui allaient de son poignet à son coude. « Elle date de cette nuit-là, a-t-elle dit. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai supplié qu'on me tue pour ne plus avoir à souffrir. Et puis Nico est arrivé. » Clara s'est représenté la scène dans son esprit. Un jeune homme de 20 ans entrant dans le bureau de son père et voyant sa mère gisant dans une mare de sang, battue à mort. Il n'a pas dit un mot. Margaret a continué. Il est resté là, debout, à regarder son père pendant 1 seconde, puis il a sorti un pistolet et a tiré. 1 coup, 2 coups, 3 coups, jusqu'à ce que Marco cesse de bouger, jusqu'à ce que le monstre qui nous avait torturés pendant 20 ans se taise enfin pour toujours. Elle s'est retournée vers Clara, les yeux rouges mais secs, comme si ses larmes s'étaient épuisées depuis longtemps. Après cette nuit-là, Nico a complètement changé. Il a gelé son cœur et s'est juré de ne plus jamais laisser personne s'approcher de lui. Il avait peur que s'il aimait quelqu'un, il deviendrait faible. Il avait peur que s'il laissait quelqu'un entrer dans sa vie, il perdrait le contrôle comme son père l'avait fait. Il avait peur que le sang de Marco qui coulait dans ses veines le transforme en monstre. Mais il n'a jamais compris que c'était la solitude qui le tuait un peu plus chaque jour. Clara ne savait pas quoi dire. Elle resta assise là, tenant la main de Margaret, laissant les larmes couler sur ses joues. Elle pleura pour la femme devant elle, pour le garçon de 20 ans qui avait été contraint de tuer son père pour sauver sa mère, et pour elle-même qui avait autrefois cru être la personne la plus brisée au monde. « Je t'ai observé depuis le premier jour où tu es entré dans ce domaine, dit Margaret. J'ai vu comment tu travaillais sans relâche, même quand personne ne te le demandait. J'ai vu comment tu regardais Ethan avec un amour inconditionnel. J'ai vu comment tu t'es tenu droite devant Morano et déclaré que tu étais prête à mourir pour protéger ton enfant. Tu me rappelles qui j'étais, mais tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Tu n'as pas laissé la vie te briser. » Margaret se leva et se dirigea vers un vieux meuble en bois dans le coin de la pièce. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une boîte en velours rouge. Lorsqu'elle l'ouvrit, Clara vit un collier en or avec un pendentif en forme de cœur délicatement sculpté. « C'est la seule chose qui me reste de ma famille en Sicile, » dit Margaret en plaçant la boîte dans les mains de Clara. « Ma mère me l'a donnée avant que je quitte la maison. Elle m'a accompagnée pendant toutes ces années de souffrance. La seule chose qui me rappelait que j'avais été aimée. Maintenant, je veux que tu l'aies. » Clara tenta précipitamment de refuser. « Non, je ne peux pas accepter cela. C'est un héritage familial. Je ne suis qu'une simple domestique. »
Mais Margaret referma fermement les doigts de Clara autour de la boîte. Vous n'êtes pas une domestique, dit-elle d'un ton décidé. Vous êtes celle qui a apporté de la lumière dans cette maison sombre. Vous êtes celle que mon fils regarde chaque fois que vous passez. Vous êtes le seul espoir que Nico a d'échapper à la prison qu'il s'est construite. Prenez ce collier, non pas comme un cadeau, mais comme une bénédiction d'une mère à une autre. Clara baissa les yeux vers la boîte qu'elle tenait dans ses mains. Puis elle releva les yeux vers Margaret. Dans les yeux de la femme plus âgée, elle vit de l'espoir, de la confiance et une supplication silencieuse. Sauve mon fils, fais ce que je n'ai pas pu faire. Apprends-lui qu'aimer n'est pas une faiblesse, et qu'ouvrir son cœur ne signifie pas perdre le contrôle. Cette nuit-là, Clara s'allongea dans son lit et fixa le collier qui scintillait au clair de lune. Et elle comprit quelque chose. Elle ne voulait plus s'enfuir. Pour la première fois en 3 ans, elle voulait rester. Pas pour sa sécurité, pas pour l'argent, mais pour un homme qui avait besoin d'être sauvé, même s'il ne l'admettrait jamais. Nico Castellano ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Au cours des 2 dernières semaines, il s'était rendu compte qu'il faisait des choses que le roi de glace ne faisait jamais. Il se surprenait à s'arrêter devant la fenêtre de son bureau pour regarder le jardin où Clara jouait avec Ethan. Il se surprenait à dîner dans la salle à manger plutôt que seul dans son bureau, simplement parce qu'il savait que Clara et Ethan y seraient. Il se surprenait à passer devant leur chambre tous les soirs avant de se coucher, écoutant Clara chanter pour son fils à travers la porte fermée. Cette mélodie le hantait. C'était la même berceuse que sa mère lui chantait quand il était petit, avant que la vie ne devienne trop cruelle pour permettre les berceuses. Chaque soir, Nico se tenait devant cette porte comme un voleur, volant des moments de paix qu'il n'avait jamais été autorisé à avoir. Et chaque soir, il se détestait un peu plus pour cette faiblesse. Le 14e soir, Nico ne pouvait pas dormir. Il errait dans la propriété comme un fantôme, ses pas le portant sans qu'il y pense jusqu'au balcon du 3e étage qui donnait sur le jardin arrière. Il s'arrêta net lorsqu'il vit Clara déjà là. Elle était appuyée contre la balustrade, le clair de lune se reflétant sur ses cheveux noirs et sa simple chemise de nuit blanche. Elle pleurait. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Ses épaules tremblaient, légèrement sans un bruit. Elle pleurait comme quelqu'un qui avait appris à ravaler sa douleur au lieu de la libérer. Nico avait l'intention de s'éloigner. Il ne savait pas comment faire face aux larmes d'une femme. Il ne savait pas comment réconforter quelqu'un. Il savait seulement tuer et donner des ordres. Mais ses pieds ne lui obéissaient pas. Au lieu de partir, il marcha vers elle. Clara sursauta au bruit des pas et essuya rapidement ses larmes avec sa manche. « Je suis désolée, balbutia-t-elle. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Je retourne dans ma chambre. » Elle se retourna pour partir, mais Nico prit la parole. « Restez. » Sa voix n'était pas un ordre. C'était presque une supplication. Clara s'arrêta et le regarda, les yeux rougis. Nico s'approcha d'elle et ils contemplèrent le jardin en silence. 1 minute passa, puis 2, puis 3. Finalement, Nico rompit le silence. « Pourquoi pleures-tu » Clara hésita puis choisit de dire la vérité. « Ma mère, murmura-t-elle, elle est dans une maison de retraite, atteinte d'un cancer en phase terminale. Je n'ai pas les moyens de payer son traitement. Je ne peux rien faire pour la sauver. Et chaque nuit, je me demande si elle sera encore en vie quand je la reverrai. » Nico resta silencieux pendant un long moment. Puis il parla d'une voix neutre, mais ses mots étaient lourds de sens. « Ta mère a été transférée à l'hôpital Mount Sinai il y a 3 jours. Les meilleurs médecins s'occupent d'elle. Les frais de traitement ont été entièrement pris en charge. » Clara se tourna vers lui, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Quoi ?» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Je m'en suis occupé, » répondit simplement Nico. « Ta mère sera opérée la semaine prochaine. Le pronostic du médecin est positif. Elle va vivre. » Clara était incapable de parler. Elle fixait l'homme à côté d'elle, cet homme froid que tout le monde craignait dans le milieu, et elle ne comprenait pas. « Pourquoi ?» finit-elle par demander, la voix brisée. « Pourquoi ferais-tu cela pour moi? Nous ne sommes rien pour toi. » Nico ne répondit pas tout de suite. Il regarda le jardin, le clair de lune se reflétant dans ses yeux glacés, et pendant un bref instant, Clara aperçut quelque chose enfoui au plus profond de lui. La solitude, un désir de connexion, un enfant blessé se cachant derrière des couches de glace. « Je ne sais pas, » admit finalement Nico. « Je ne comprends pas pourquoi je fais ces choses. Je ne comprends pas pourquoi je veux que tu restes. Je ne comprends pas pourquoi je me tiens devant ta porte chaque nuit
pour t'écouter chanter pour ton fils. Je sais seulement que depuis que tu es apparu, quelque chose en moi a changé, et je ne sais pas quoi en faire. Clara le regarda, et pour la première fois, elle ne vit pas le roi de glace. Elle vit d'un homme perdu, essayant de comprendre des émotions qu'il avait enfouies pendant 17 ans. Elle leva la main et lui caressa doucement la joue. Nico se raidit. Personne ne l'avait touché ainsi depuis la dernière fois que sa mère l'avait pris dans ses bras avant qu'il ne tue son père. « Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite, » dit Clara doucement. « Certaines choses prennent du temps. Je ne comprends pas non plus pourquoi je n'ai plus peur de toi. Je ne comprends pas pourquoi je veux rester au lieu de m'enfuir. Peut-être sommes-nous tous les deux en train d'apprendre à ouvrir notre cœur, et peut-être pouvons-nous apprendre ensemble. » Nico baissa les yeux vers la femme qui se tenait devant lui, la main toujours posée sur sa joue, et pour la première fois en 17 ans, il sentit la glace dans sa poitrine commencer à fondre. Le bonheur qui arrive trop vite a toujours un prix. 3 jours après leur conversation sur le balcon, Clara demanda à Nico la permission d'aller à l'hôpital Mount C pour voir sa mère. Helen avait survécu à l'opération et se remettait mieux que tout le monde ne l'avait prévu. Clara voulait la voir de ses propres yeux, lui tenir la main et lui dire que tout irait bien. Nico accepta, mais insista pour qu'elle soit accompagnée de 2 gardes du corps. Clara acquiesça, pensant qu'elle n'avait pas besoin d'autant de protection. Elle avait l'habitude de tout gérer seule depuis 3 ans. Elle ne comprenait pas que dans le monde de Nikiko Castellano, les ennemis n'oublient jamais et que la vengeance peut survenir à tout moment. Anthony Morano se cachait depuis 2 semaines, depuis que son père avait été emprisonné par Nico. Il observait chaque mouvement du domaine Castellano, attendant le moment idéal. Et ce moment arriva dès que Clara franchit les portes en fer forgé pour se rendre à l'hôpital. Tout s'est passé en quelques secondes. Un camion a percuté la voiture de Clara à un croisement situé à environ 20 minutes en voiture du domaine. Le garde du corps assis à l'avant est mort sur le coup. Le 2e garde du corps a tenté de dégainer son arme, mais il a été abattu de 3 balles tirées depuis un SUV noir déjà garé sur le bord de la route. Clara a crié et a essayé d'ouvrir la portière pour s'enfuir, mais 2 hommes vêtus de noir l'ont tirée hors de la voiture avant qu'elle n'ait pu réagir. Elle a reçu un coup de poing dans l'estomac et s'est effondrée sur le trottoir. Un sac en tissu a été enfilé sur sa tête et le monde est devenu noir. La nouvelle de l'attaque est parvenue à Nico en moins de 5 minutes. Il était en réunion avec Hartwell au sujet d'une mise à jour du système lorsque le chef de la sécurité a fait irruption dans la pièce, le visage blanc comme un linge. « Patron », a dit l'homme d'une voix tremblante, « Mademoiselle Clara a été kidnappée. Les 2 gardes du corps sont morts. » Nico bondit sur ses pieds, sa chaise volant en arrière et s'écrasant contre le mur. En 20 ans comme chef de la mafia, il avait vu d'innombrables morts, ordonné plus de meurtres qu'il ne pouvait s'en souvenir, et n'avait jamais perdu le contrôle. Mais maintenant, en apprenant que Clara avait été enlevée, une rage qu'il n'avait jamais connue éclata comme un volcan. Il balaya son bureau d'un geste du bras, en voyant tout s'écraser sur le sol. Ordinateur, documents, tasses à café volèrent en éclats dans un vacarme assourdissant. Anthony Morano, rugit Nico, d'une voix qui semblait venir tout droit de l'enfer. Ce salaud a touché à ce qui m'appartient. Trouvez-le. Je veux savoir où se trouve Clara dans l'heure qui suit. S'il lui touche un seul cheveu, je tuerai tous les hommes de la famille Morano jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul membre de cette famille en vie. Le chef de la sécurité acquiesça et partit en courant. Hartwell resta figé dans un coin, effrayé à l'idée de bouger. Il n'avait jamais vu Nico perdre ainsi son sang-froid. Le roi de glace avait disparu, remplacé par une bête blessée hurlant après avoir perdu la chose qui lui était la plus chère. Mais tandis que les adultes paniquaient, Ethan entra dans la pièce avec une expression étrangement calme. Il avait appris la nouvelle concernant sa mère par Rosa et s'était précipité immédiatement, les larmes coulant sur ses joues, mais ses yeux sombres brûlaient d'une concentration qui n'appartenait qu'à lui. « Oncle Nico, » dit Ethan d'une voix tremblante mais sans crainte, « je peux retrouver ma mère. » Nico se tourna vers le garçon, les yeux toujours remplis de fureur. « Qu'est-ce que tu as dit? » « Le téléphone de ma mère, » expliqua rapidement Ethan. « Elle a toujours sur elle le téléphone que l'oncle Hartwell lui a donné la semaine dernière. Je peux utiliser votre système pour suivre son signal. S'ils ne l'ont pas encore jeté, je peux trouver où elle est. » Hartwell sortit de son état de choc. « C'est ça, cria-t-il.
Tous les appareils de l'entreprise ont un logiciel de localisation GPS caché. Le gamin a raison. On peut le localiser. Nico regarda Ethan, et à ce moment-là, il se vit comme un enfant, un garçon prêt à tout pour protéger sa mère. Un enfant qui refusait de se résigner à son sort. « Fais-le », ordonna Nico d'une voix ferme. Ethan courut vers l'ordinateur de Hartwell, ses petits doigts volant sur le clavier à une vitesse étonnante. Il avait passé les 2 dernières semaines à apprendre le système financier Castellano. Et maintenant, ses connaissances servaient à sauver la vie de sa mère. 10 minutes s'écoulèrent dans un silence étouffant. 20 minutes, 30 minutes. Chaque seconde était une seconde de plus. Clara souffrait peut-être. Nico faisait les 100 pas comme un prédateur en cage, les yeux rivés sur l'écran. Finalement, Ethan poussa un cri. « Je l'ai trouvé », s'écria le garçon, les larmes coulant encore sur ses joues, mais l'espoir résonnant dans sa voix. Le signal du téléphone de maman provient d'un ancien entrepôt sur les quais de Brooklyn. À environ 45 minutes en voiture, Nico ne dit pas un mot. Il se tourna vers le chef de la sécurité, le regard froid comme la mort. « Appelez tous mes hommes, nous partons immédiatement, et apportez suffisamment d'armes pour raser tout le quai si nécessaire. » Le convoi de Nico Castellano traversa New York Night comme une tempête noire. 12 SUV transportaient 50 hommes armés jusqu'aux dents. Chacun d'entre eux était prêt à mourir sur ordre du roi de la glace. Nico était assis à l'avant du véhicule de tête, les yeux rivés sur l'obscurité devant lui, la main serrant son arme si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Il ne dit pas un mot pendant tout le trajet. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde comprenait que ce soir, le sang coulerait. Les quais de Brooklyn apparurent après 40 minutes. L'entrepôt qu'Ethan avait localisé se trouvait à l'extrémité de la rangée, isolé des autres. Une faible lumière jaune filtrait à travers les fenêtres couvertes de poussière. Nico fit signe au convoi de s'arrêter à 200 mètres. « Bouclez toute la zone », ordonna-t-il d'une voix froide comme l'acier. « Que personne ne s'échappe. Et souvenez-vous de ceci. Anthony Morano est à moi. » L'équipe d'assaut se fondit dans l'obscurité comme des fantômes. Nico conduisit le groupe principal directement à l'entrée principale. Il n'attendit pas. Il n'avait pas de plan. Il enfonça la porte en acier d'un coup de pied et se précipita à l'intérieur, arme au poing. Le chaos éclata instantanément. Les hommes de Morano réagirent une seconde trop tard, et cette seconde fit de la différence entre la vie et la mort. Nico tira 2 coups de feu rapides. 2 gardes s'effondrèrent avant d'avoir pu dégainer leurs armes. Derrière lui, ses hommes se précipitèrent comme un raz de marée. Les coups de feu explosèrent dans l'entrepôt comme des feux d'artifice infernaux. Anthony Morano apparut au 2e étage, le visage déformé par la panique. Il ne s'attendait pas à ce que Nico trouve cet endroit si rapidement. Il ne s'attendait pas à une force aussi écrasante. Et il ne s'attendait certainement pas à ce que le roi de glace mène lui-même l'assaut comme un guerrier au lieu de commander dans l'ombre. « Castellano », Anthony hurla depuis le haut. « Tu es fou? Tu déclenches une guerre avec toute la famille Morano pour une femme de ménage. » Nico ne répondit pas avec des mots. Il répondit par 3 coups de feu tirés vers le haut. Anthony esquiva, mais perdit l'équilibre et dévala les escaliers. Avant qu'il ne puisse se relever, Nico était là, posant sa botte sur la poitrine d'Anthony et appuyant son arme sur le centre de son front. « Où est-elle » demanda Nico d'une voix neutre, les yeux brûlants. Anthony éclata d'un rire sauvage, même si la mort était à quelques centimètres. « Dans l'arrière-boutique » cracha-t-il. « Mais tu arrives trop tard, Castellano. Je lui ai fait payer la mort de mon père. » Nico ne le laissa pas finir. Il donna un coup de pied au visage d'Anthony, le rendant inconscient, puis se précipita vers l'arrière-boutique. La porte en acier s'ouvrit sous son pied, et Nico se figea. Clara était recroquevillée dans un coin, les mains liées derrière le dos, le visage meurtri et enflé. Du sang coulait du coin de sa bouche et une longue entaille lui fendait le front. Ses vêtements étaient déchirés, mais suffisamment intacts pour que Nico sache qu'il n'était pas allé plus loin. Il était arrivé à temps, de justesse. « Clara », dit Nico, la voix brisée. Clara leva la tête en entendant sa voix. Ses yeux gonflés s'écarquillèrent lorsqu'elle le vit debout devant elle. Elle ne pouvait pas parler. Des larmes coulaient sur son visage, se mélangeant au sang sur ses joues. Nico s'agenouilla à côté d'elle et sortit son couteau pour couper les cordes. Ses mains tremblaient. Cela ne lui était jamais arrivé en 20 ans qu'il portait une arme. « Je suis désolé, dit-il, la voix cassée comme celle d'un homme qui se noie.
J'aurais dû te protéger. J'aurais dû te garder en sécurité. Je suis désolé. Clara leva sa main tremblante et toucha son visage. Malgré ses ecchymoses et sa douleur, elle parvint à esquisser un faible sourire. « Tu es venu, murmura-t-elle. Tu es venu me sauver. Ça me suffit. » Et Nico, le roi de glace, l'homme qui n'avait étreint personne depuis 20 ans, prit Clara dans ses bras. Il la serra si fort qu'on aurait dit qu'il voulait la fusionner à sa poitrine, comme si la lâcher la ferait disparaître à jamais. Clara pleura contre lui, et Nico réalisa qu'il pleurait aussi. Les premières larmes qu'il versait depuis la nuit où il avait tué son père, 17 ans plus tôt. Une semaine après le sauvetage, les blessures sur le corps de Clara avaient guéri, mais celles dans son cœur palpitaient encore doucement. Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut à cause de cauchemars. Elle voyait encore le visage d'Anthony Morano et entendait son rire dément résonner dans son esprit. Mais chaque fois, elle se souvenait des bras de Nico autour d'elle dans cet entrepôt sombre. Elle se souvenait de la larme qui était tombée sur ses cheveux et elle savait qu'elle était en sécurité. La 7e nuit, Clara ne pouvait pas dormir. Elle resta allongée pendant des heures à fixer le plafond, ses pensées tournant sans cesse autour de l'homme qui avait tout risqué pour la sauver. Depuis cette nuit-là, Nico l'évitait. Il ne se présentait pas au dîner, ne passait pas devant sa chambre comme il le faisait auparavant. C'était comme s'il fuyait les sentiments mêmes qu'il avait révélés dans ce moment de faiblesse. Clara ne pouvait plus le supporter. Elle se leva, s'enveloppa dans un peignoir fin et sortit de sa chambre. Ses pieds la portèrent jusqu'à la porte du bureau de Nico avant qu'elle n'ait eu le temps de réfléchir à ce qu'elle faisait. La lumière était encore allumée à l'intérieur. Elle savait qu'il ne dormait pas. Elle frappa. Le silence se prolongea. Puis la voix de Nico retentit, froide et distante comme toujours. « Entrez !» Clara poussa la porte et entra. Nico était assis derrière son bureau, un verre de whisky à la main, le regard fixé sur l'obscurité infinie au-delà de la fenêtre. Il ne se retourna pas lorsqu'elle entra, comme s'il évitait délibérément son regard. « Que veux-tu » demanda-t-il d'une voix dénuée d'émotion. Clara se tenait au milieu de la pièce, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. « J'ai besoin de savoir, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Pourquoi m'évites-tu » Nico ne se retourna toujours pas. « Je ne t'évite pas. Je suis occupé. Tu mens. » Clara s'approcha. « Tu n'avais pas manqué un seul dîner depuis 2 semaines. Tu n'avais pas fait de détour dans les couloirs juste pour éviter de me voir. Tu fuis et je veux savoir pourquoi. » Nico se retourna enfin. Ses yeux rencontrèrent les siens. Et elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la peur. Le roi de glace avait peur, parce que je ne sais pas quoi faire, ennemi Nico d'une voix basse et grave. J'ai vécu 37 ans sans avoir besoin de personne. J'ai construit des murs autour de moi et j'ai juré de ne jamais laisser personne entrer. Puis tu es apparu, toi et ce garçon, et ces murs sont en train de s'effondrer. Je ne sais pas comment t'aimer, Clara. Je ne sais pas comment ouvrir mon cœur. Je ne sais que détruire tout ce que je touche. Clara s'approcha, se plaçant entre ses genoux. Elle posa ses 2 mains sur son visage, le forçant à la regarder. « Tu as pleuré pour moi, dit-elle doucement. Tu m'as serré dans tes bras comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Tu as tué 17 hommes juste pour me sauver. Et tu dis que tu ne sais pas aimer. » Nico la regarda et, pour la première fois, la glace dans ses yeux fondit complètement. « J'ai peur, murmura-t-il. J'ai peur que si je t'aime, je te perde. J'ai peur de te faire du mal comme mon père a fait du mal à ma mère. J'ai peur que le sang du monstre qui coule dans mes veines te détruise. Tu n'es pas ton père, dit Clara avec fermeté. Tu l'as prouvé quand tu l'as tué pour protéger ta mère. Tu l'as prouvé quand tu m'as sauvé. Tu n'es pas un monstre, Nico. Tu es le meilleur homme que j'ai jamais connu, même si tu ne l'admets jamais. » Nico leva la main et toucha le visage de Clara. Ses doigts tremblaient en caressant sa peau, comme s'il touchait un rêve qui pouvait s'évanouir à tout moment. « Je ne te mérite pas, dit-il. Peut-être que non, sourit Clara. Mais moi non plus, je ne te mérite pas. Nous sommes tous les 2 brisés, Nico, mais peut-être que nos morceaux brisés peuvent s'assembler pour former un tout. » Nico ne dit pas un mot de plus. Il attira Clara vers lui et pressa ses lèvres contre les siennes. Leur premier baiser n'était ni fougueux ni sauvage. Il était doux, tremblant et hésitant, comme 2 hommes blessés qui réapprenaient à la faire confiance. Clara enroula ses bras autour du cou de Nico et il la serra contre lui, comme si le monde pouvait s'écrouler et qu'il s'en moquait.
Pour la première fois en 37 ans, le roi des glaces sentit son cœur battre. Battre véritablement. Non pas de peur ou de rage, mais d'amour. Le bonheur dura exactement 3 jours avant que la tempête n'éclate. Anthony Moreno s'était échappé des hommes de Nico pendant le chaos qui régnait sur les quais. Il avait disparu comme un fantôme. Mais Nico savait qu'il reviendrait. Un homme comme Anthony ne savait pas comment se rendre ou accepter la défaite. Il se battrait jusqu'à son dernier souffle ou mourrait en essayant. Et cette nuit-là, il revint avec tout ce qui restait de la famille Morano. L'attaque commença à 2 heures du matin, alors que tout le manoir dormait. Une énorme explosion déchira la porte en fer orientale, suivie d'une pluie de balles. Anthony avait engagé des mercenaires supplémentaires provenant d'autres gangs, près de 100 hommes lourdement armés au total, soit 2 fois plus que les forces de sécurité de Castellano. Nico se leva dès qu'il entendit la première explosion. Il n'avait pas besoin d'un rapport pour savoir ce qui se passait. En quelques secondes, il était habillé, armé et sortait en courant de la pièce. Clara courut après lui, le visage pâle de peur. Ethan se réveilla également, les yeux noirs écarquillés dans l'obscurité. « Emmenez Clara et Ethan dans la pièce sécurisée !» cria Nico dans la radio. « Protégez-les de vos vies !» Des gardes apparurent instantanément, entraînant Clara et Ethan vers le bunker souterrain où la pièce sécurisée blindée avait été construite pour les urgences comme celle-ci. Mais Clara refusa de partir. Elle se libéra des gardes et courut vers Nico. « Je ne te laisserai pas seul !» elle cria par-dessus les coups de feu. Nico se retourna, les yeux rouges de rage et de peur. « Tu es folle? Va dans la salle de sécurité immédiatement. »« Non. » Clara secoua la tête. « J'ai déjà perdu mon mari. Je ne peux pas vous perdre tous les deux. » Une balle passa près de leur tête et se planta dans le mur derrière eux. Nico n'avait pas le temps de discuter. Il attrapa Clara et Ethan et courut vers les escaliers menant au sous-sol, utilisant son propre corps comme bouclier. Ils étaient presque arrivés à la porte de la salle de sécurité quand Anthony Moreno apparut au bout du couloir. Un fusil à la main. Son visage était meurtri et déformé par la bagarre sur le quai, mais ses yeux brûlaient d'une haine folle. « Castellano !» rugit-il. « Ce soir, tu vas mourir !» Il appuya sur la gâchette. Nico poussa Clara et Ethan dans la salle forte, juste au moment où la balle lui transperçait l'épaule gauche. Il s'effondra lourdement, le sang jaillissant de sa blessure. Même alors, il leva son arme et riposta, forçant Anthony à se mettre à couvert. « Nico !» hurla Clara en essayant de le traîner à l'intérieur. Mais il était trop lourd et la blessure lui faisait rapidement perdre ses forces. « Fermez la porte !» cria Nico. « Ferme-la et ne l'ouvre pas avant d'entendre ma voix. »« Je ne peux pas te laisser dehors !» pleura Clara. « Tu dois le faire !» dit Nico en la regardant, ses yeux s'adoucissant un instant. « Pour Ethan, pour moi, ferme la porte, Clara, s'il te plaît. » Clara regarda Nico, puis Ethan, qui tremblait derrière elle, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle appuyait sur le bouton. La lourde porte en acier se referma, et la dernière chose qu'elle vit fut Nico qui luttait pour se relever, un pistolet à la main, le sang imprégnant la moitié de son corps. À l'intérieur de la pièce sécurisée, Clara s'effondra en larmes. Elle pensait que c'était la fin. Elle pensait qu'elle allait perdre Nico comme elle avait perdu Tommy. Elle pensait que sa vie n'était que tragédie et douleur. Mais Ethan ne pleura pas. Le garçon de 7 ans fixait les écrans de sécurité, ses yeux sombres concentrés avec la même intensité que lorsqu'il regardait du code informatique. Il vit Nico se battre seul dans le couloir. Il vit Anthony avancer, son arme pointée sur la tête de Nico. Il vit les gardes de Castellano se faire submerger dans tout le manoir. Et le garçon se souvint de quelque chose. « Maman !» dit Ethan, d'une voix étrangement calme au milieu du chaos. « Je peux sauver oncle Nico » dit-il. Clara leva les yeux vers lui, les yeux gonflés de larmes. « Que veux-tu dire ?»« Le système de sécurité » expliqua rapidement Ethan, ses doigts déjà en mouvement sur le clavier dans la pièce. « La semaine dernière, le Dr. Hartwell m'a montré le système de défense d'urgence. Il y a des portes en acier qui peuvent isoler certaines zones. Il y a un gaz incapacitant qui peut être libéré depuis le plafond. Il y a un verrouillage complet qui peut être activé depuis cette salle sécurisée. Mais ce système avait une faille de sécurité et a été désactivé, dit Clara, se souvenant du rapport de Hartwell. Je sais, acquiesça Ethan, les yeux rivés sur l'écran. Parce que c'est moi qui ai corrigé cette faille. Je ne l'ai pas seulement corrigée, maman.
J'ai réécrit le protocole d'urgence hier soir afin de pouvoir contourner le verrouillage principal depuis cette tablette. Je l'ai appelé le programme gardien, au cas où tu serais à nouveau en danger. Ses petits doigts volaient sur le clavier à une vitesse qui aurait rendu Hartwell jaloux. Le code défilait sur l'écran tandis que le système répondait. Ethan n'avait pas appris cela à l'école. Il l'avait appris dans des livres trouvés dans des poubelles, en passant ses nuits à observer le travail des ingénieurs, grâce à un instinct de génie que personne ne pouvait expliquer. 30 secondes, 40 secondes, 1 minute. C'est fait. Ethan a crié en appuyant une dernière fois sur la touche Entrée. À l'extérieur de la salle forte, le manoir Castellano s'est animé. Les portes en acier se sont refermées simultanément, isolant les forces d'Anony. Le système de gaz paralysant s'est activé, mettant hors de combat des dizaines de mercenaires en quelques secondes. Les lumières de secours ont clignoté en rouge. Les alarmes ont retenti dans les couloirs. Anthony Moreno est resté figé, tandis que ses hommes tombaient comme des dominos. Il tenta de courir vers une sortie, mais les portes en acier étaient scellées. Il était piégé dans le couloir avec Nico, qui se relevait péniblement malgré le sang qui coulait de sa blessure. « C'est impossible !» hurlait Anthony. « Que se passe-t-il, bon sang ?» Nico sourit froidement, sans pitié. « Tu as sous-estimé le gamin, dit-il. Et c'était ta dernière erreur. Le dernier coup de feu résonna dans la nuit. Anthony Moreno s'effondra, une balle dans le cœur. La vendetta entre les deux familles prit fin au milieu des alarmes hurlantes et de l'odeur de la poudre à canon. Dans la pièce sécurisée, Clara serrait Ethan dans ses bras et pleurait. Son fils, ce petit garçon de 7 ans que le monde avait toujours ignoré, venait de leur sauver la vie à tous. 1 an après cette nuit fatidique, le domaine des Castellano débordait de roses blanches et de rires joyeux. Le mariage de Nico Castellano et Clara Bennett fut un événement dont New York parla pendant des mois. Le roi de glace, l'homme que le monde disait sans cœur, se tenait devant l'autel, les yeux remplis de larmes, regardant la femme marcher vers lui dans une robe de mariée d'un blanc immaculé. Clara n'était plus la menue femme de ménage aux yeux tristes d'il y a 1 an. Elle se tenait droite, confiante, rayonnante de la beauté de quelqu'un qui avait trouvé un sens à sa vie. À ses côtés se tenait Ethan, désormais âgé de 8 ans, vêtu d'un petit costume avec un nœud papillon rouge, fier de son rôle de garçon d'honneur. Il n'était plus timide ni renfermé. Ses yeux brillaient de la confiance d'un enfant qui savait qu'il était aimé et apprécié. Margaret Castellano était assise au premier rang, les larmes coulant sur ses joues, tandis qu'un sourire comblé illuminait ses lèvres. Elle avait attendu 17 ans pour ce jour, le jour où son fils avait enfin trouvé le bonheur. À côté de Margaret était assise Helen Porter, la mère de Clara, complètement rétablie après une opération et 6 mois de chimiothérapie. Elle tenait la main de Margaret, 2 mères issues de mondes différents, désormais liées par les liens du sang, partageaient la joie de voir leurs enfants se trouver. Lorsque Nico et Clara échangèrent leur premier baiser en tant que mari et femme, la salle éclata en applaudissements tonitruants. Patrick Sullivan, les frères Clove et Tony Greco étaient tous présents, des chefs mafieux qui avaient été témoins de la nuit où un garçon de 7 ans avait économisé 2 milliards de dollars grâce à une seule ligne de code. Ils n'étaient pas venus par obligation, mais par respect sincère pour la nouvelle famille Castellano. Pourtant, le moment le plus émouvant n'a pas eu lieu pendant la cérémonie. Il s'est produit cet après-midi-là, lorsque Nico s'est agenouillé devant Ethan et lui a remis un document. « Qu'est-ce que c'est, oncle Nico ?» demanda Ethan, penchant la tête avec curiosité. Nico sourit, un sourire que personne n'aurait cru possible 1 an plus tôt. « Ce sont les papiers d'adoption, dit-il, la voix chargée d'émotion. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Ethan Bennett. Tu es Ethan Castellano, mon fils. » Ethan regarda les papiers, puis Nico, puis sa mère, debout derrière eux, en larmes. Il ne dit pas un mot. Il se jeta simplement dans les bras de Nico et s'y accrocha fermement. Pour la première fois de sa vie, le garçon avait un père, un vrai père, qui le protégerait, l'aimerait et ne l'abandonnerait jamais. Les 50 millions de dollars que Nico avait promis cette nuit-là avaient été placés dans un fonds fiduciaire pour Ethan. Mais le garçon ne se souciait pas de l'argent. Il se souciait d'autre chose. Il était désormais le conseiller technologique officiel de Castellano Financial Technologies. Avec une équipe privée de tuteurs et une bourse d'études complète au MIT qui l'attendait à ses 18 ans, le Dr. Hartwell démissionna pour ouvrir une académie de programmation pour les enfants défavorisés, inspirée par Ethan lui-même.
Il l'appela l'Académie de la Lumière, un endroit où les enfants oubliés pourraient enfin briller. Joseph Morano mourut d'une crise cardiaque en prison 3 mois après cette nuit-là. La famille Morano s'est complètement effondrée. Ses biens ont été répartis entre les familles restantes. La vendetta a pris fin et Clara était enfin libérée de l'ombre de son passé. La dette de 300 000 $ de Tommy Bennett ne la hantait plus. Le soir de leur nuit de noces, Nico et Clara se tenaient sur le balcon, contemplant le ciel étoilé de New York. Ethan dormait paisiblement dans sa chambre avec un nouvel ours en peluche offert par ses grands-parents. Margaret était allée se coucher après avoir longuement serré son fils et sa belle-fille dans ses bras. « Aurais-tu imaginé que ta vie prendrait cette tournure ?» demanda Clara en posant sa tête sur l'épaule de Nico. Nico secoua la tête. « Non, je pensais que je mourrais seul. Je pensais que je resterais toujours le roi de glace, froid et vide. Puis tu es apparu, toi et Ethan, et tout a changé. Et maintenant? » Clara leva le visage pour le regarder, ses yeux brillants au clair de lune. « Maintenant, sourit Nico, j'ai une raison de vivre. J'ai une famille, j'ai l'amour, j'ai tout ce que je croyais ne pas mériter. Et je passerai le reste de ma vie à le protéger. » Clara leva les yeux vers le ciel nocturne et se souvint de la nuit, 3 ans plus tôt, où elle s'était agenouillée à côté du corps de son mari, convaincue que sa vie était finie. Elle avait tort. Sa vie ne faisait que commencer. Et tout cela grâce à un garçon de 7 ans qui avait vu ce que personne d'autre ne pouvait voir. L'histoire de Clara, Nico et Ethan nous rappelle que le talent ne dépend ni de l'âge ni du statut social. Que ceux qui sont les plus négligés sont parfois les plus précieux. Que même sous la glace la plus froide peut se cacher un cœur qui aspire à être aimé. Et que parfois, les problèmes les plus complexes ont les solutions les plus simples si nous sommes prêts à écouter les voix que le monde ignore généralement. Combien de Clara y a-t-il en ce moment qui endurent silencieusement et attendent que quelqu'un les voie vraiment? Combien d'Ethan sont assis dans des coins sombres, dotés de dons extraordinaires que personne ne reconnaît? Et combien de Nico sont piégés derrière des murs de glace, effrayés par l'amour à cause de vieilles blessures? Si cette histoire vous a touché, veuillez appuyer sur « J'aime » pour soutenir notre chaîne. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez, en particulier celles qui se sentent négligées ou oubliées. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les histoires sincères que nous vous proposons chaque jour. Nous aimerions connaître votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous déjà été sous-estimé comme Clara et Ethan? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait froid, mais qui avait un cœur chaleureux comme Nico? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire et apprécions chaque mot qui vient du fond de votre cœur. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Nous souhaitons à tous ceux qui nous regardent une bonne santé, une vie joyeuse et du bonheur au quotidien. N'oubliez pas que même si la vie est difficile, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et parfois, cette lumière vient d'endroits auxquels on s'attend le moins. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.